2019 NBA champions. 112-109. Pascal, the three. Good! All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Mikey. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'hebdo des Raptors. Non, nous ne passons pas en bi-hebdomadaire. On a raté la semaine dernière pour tout vous dire parce qu'à la base, on avait prévu un petit bilan de quart de saison. Ça n'a pas pu se faire. Donc finalement, on va revenir sur ce format de retour sur la semaine. Et là, on va l'augmenter un petit peu en parlant des 2 dernières semaines, les semaines 6 et 7 des Raptors. Il n'y a pas eu énormément de matchs parce qu'avec le In-Season Tournament, il n'y a eu que 2 matchs lors de cette semaine 6. Donc, on va revenir sur les 2 dernières semaines qui n'ont pas été glorieuses pour les Raptors. On va le dire tout de suite avec Alex de Raptor France et de dinotalk.com. Salut Alex, comment ça va? Comment est le moral après bien des Raptors qui sont en 1-4 ou 1-5 même, 1-5 sur ces 2 dernières semaines? Oh bah, le moral il est bon, hein, on va pas se laisser abattre. De toute façon, eux non plus n'ont pas l'air spécialement abattus, donc ça n'a pas l'air très grave la situation, donc il faut la prendre avec légèreté, on va y revenir. Mais ouais, non, c'est vrai que si on était proche de l'équilibre jusque-là depuis le début de saison, là, les 15 derniers jours ont fait mal. Bah voilà, tu me fais une belle passe décisive pour introduire ces 2 semaines des Raptors. On s'était quitté sur un bilan de 8 victoires, 9 défaites. Un match encourageant, défaite à Cleveland, mais un match sérieux. Les Raptors ont été dedans, ils ont perdu à la fin, mais c'était pas honteux. Le niveau de jeu était intéressant. Derrière, les Raptors se sont déplacés à Brooklyn avec un match sans intensité, tout simplement. Un match qui était largement prenable, mais les Raptors n'ont pas mis les ingrédients pour le remporter, tout simplement. Derrière, un petit espoir avec la réception de l'équipe de Phoenix. Un très très gros match défensif sur Devin Booker, notamment, réduit à 12 points et une très très belle victoire. Malheureusement, ce sera la seule, puisque derrière, les Raptors vont perdre contre New York, une défaite où là, ils commencent à prendre une habitude à mal démarrer les matchs. Pas d'adresse à 3 points aussi, 6 sur je ne sais plus combien. Ils en mettent que 6 contre New York, mais ça ne va pas être la seule fois, puisque ensuite, contre Miami, ils vont être à droit à 3 points, mais ils vont perdre avec un début de match complètement raté. Je crois qu'ils sont menés 22-6 ou un truc comme ça, mais ils vont bien se reprendre en étant devant à la mi-temps. Et puis derrière, superbe début de 3e quart-temps où ils n'inscrivent pas le moindre point pendant plus de 5 minutes, je crois, presque 6 minutes en tout cas. Pas de points inscrits sur la moitié du quart-temps. Miami qui passe à un 17-0, quelque chose comme ça. Mais malgré tout, les Raptors qui se remettent en route et qui sont quasiment dans le match jusqu'à la fin. Une nouvelle défaite très frustrante. Et la goutte d'eau pour moi qui fait déborder le vase, c'est ce dernier match contre Charlotte où les Raptors démarrent encore une fois le match sans intensité, sans rien du tout, qui mettent cette équipe de Charlotte en parfaite condition offensivement et qui vont encore perdre ce match en revenant à la fin et en shootant à 6 sur je ne sais pas combien encore, sachant que c'est seulement Scottie Barnes et Precious Achiuwa qui vont mettre des tirs à 3 points, le reste de l'équipe à 0 sur 22. Voici le résumé. Les Raptors qui ont débuté le mois de décembre comme l'année dernière, 0 sur 3 pour l'instant, on le rappelle, ils avaient gagné qu'un seul match en décembre l'année dernière, et on semble se diriger vers la même chose. Alex, je vais te donner la parole, j'ai beaucoup parlé l'année dernière. Non, là, on attendait, on se disait, les Raptors vont peut-être commencer une série. On parlait plutôt de série de victoires à la base, mais pour l'instant, c'est l'inverse qui est en train de se produire. C'est un peu alarmant. Quelle est un peu ton analyse de tout ça? C'est vrai qu'il y a eu la fameuse blague comme quoi Toronto attendait toujours de gagner 3 matchs de rang cette saison et que Darko avait dit à ses joueurs que à la 3e victoire, il les invitait tous au resto. On s'est d'ailleurs pris une superbe vanne de Miami sur Twitter disant vous inquiétez pas, le resto c'est pour nous. Elle a fait très mal, ça. Elle est très très bien envoyée, mais elle fait très mal.
Non, c'est juste. En fait, c'est assez bizarre parce qu'il y a ce qu'on voit sur le parquet où effectivement, tu l'as dit, du manque d'intensité, du manque d'implication, une adresse catastrophique. Je suis juste allé voir, je me suis fait du mal. On shoot à 6 sur 32 à 3 points là contre Charlotte. C'est juste scandaleux, sachant que les 6 tirs ont été rentrés que par 2 joueurs, hein. Donc tout le reste, voilà, c'est fantomatique. Il n'y a absolument rien à garder. Et le pire, c'est que c'est même pas des shoots compliqués, c'est des shoots qui sont pour la plupart plutôt bien trouvés en rythme. Donc c'est assez difficile à comprendre. Et puis il y a ce qu'on voit et ce qu'on entend en dehors du terrain, c'est-à-dire qu'on a Pascal Siakam, on a Jakob Poeltl, je crois, qui a déclaré la même chose aussi, et Scotty Barnes encore aujourd'hui. Non, mais il faut juste qu'on soit plus dur. La déclaration de Pascal Siakam, c'est non, mais il n'y a rien de catastrophique, juste rien n'est parfait. Il n'y a rien à retirer de cette déclaration. C'est, ben, écoute, on perd, tant pis, on gagne, bah, tant mieux. On ne sait pas pourquoi on gagne, on ne sait même pas pourquoi on perd. Il n'y a pas de volonté de changer quoi que ce soit. Visiblement, Darko Rajakovic a l'air de tenir à son 5 de départ qui est cataclysmique en ce moment. Schroeder avait fait un très bon début de saison. Là, depuis quelques matchs, il semble accuser le coup. Sans vouloir lui tomber dessus, ça peut arriver, un coup de moins bien, très bien, mais effectivement, on sent que ben on a besoin du Schroeder qu'on a eu sur les 10 premiers matchs, 10-15 premiers matchs pour performer et surtout pour bien démarrer les matchs. Une utilisation de Gary Trent Jr. très discutable, on va y revenir, mais ouais, c'est cette ambiance autour des Raptors, on a l'impression qu'on attend quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est comme si on attendait que quelque chose nous tombe tout rôti dans le bec et qui réglerait comme par miracle tous nos problèmes. Ben, à ce rythme-là, on peut attendre longtemps. Mais moi, je te suis complètement, c'est que là, ça commence à m'énerver Hum, d'entendre des discours qui t'expliquent, oui, on sait ce qui va pas, il faut hum. qu'on ait plus d'intensité, il faut qu'on démarre mieux nos matchs. Mais moi, j'ai l'impression que ça fait 2 mois que j'entends ça. Donc, au bout d'un moment, ça suffit de le dire, mais faites-le. Et Non, puis Darko, ça fait 2 mois qu'on entend ça, mais ça fait 2 ans qu'on voit les Raptors mal démarrer les matchs et revenir à quelques possessions à la fin du match pour finir par perdre de 4-5 points. Faut renommer la franchise. Je l'ai dit, ouais, faut faire quelque chose. Il y a un truc qui va pas là. Ça devient le sport national de dire on prend le plus de points de retard possible pour revenir à la toute fin. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas l'intérêt du jeu. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est frustrant et énervant de se dire que en fait, c'est ce que je disais, tu as envie de les secouer, de prendre peu importe lequel, il n'y en a pas un de toute façon pour rattraper l'autre sur ces derniers matchs. Il n'y en a pas un qui sonne la révolte et je sais pas, un players meeting ou une déclaration un peu choc ou même dans le jeu, prendre une faute technique, tu vois, tu t'énerves, tu déclenches quelque chose. Je suis pas trop pour ça d'habitude, mais là, tu as l'impression qu'en fait, on se fait tabasser, on est complètement dans les cordes et à la limite, on s'excuse de verser du sang par terre. C'est assez bizarre, c'est pas du tout reconnaissable parce qu'au contraire, normalement, cette équipe, elle a été, cette franchise, depuis ces dernières années, ça a toujours été au contraire, on se bat, on montre qu'on on n'est pas là pour faire de la figuration et on lâchera rien jusqu'au bout. Et alors oui, rien lâcher jusqu'au bout, ça on sait le faire, mais c'est un peu dommage de se retrouver à perdre des matchs à 4 ou 5 points alors qu'on était mené de 20 dans le deuxième quart-temps. bah, complètement. On dirait qu'il y a un manque criant de leader, mais pas de leader dans le sens le leader qui montre l'exemple et tout, parce que ça, je pense que les Raptors les ont, mais de leader à la Kyle Lowry, en fait. C'est depuis le départ de Kyle Lowry, j'ai l'impression que cette équipe, elle est devenue, et t'en parlais, je crois aussi, la déclaration de Pat Beverley, en fait. Ils sont trop gentils. Ils démarrent les matchs gentillets, tranquilles, on met l'adversaire en confiance. Et puis voilà, en fait, c'est tout. Typiquement, c'est le match contre Charlotte, en fait. Et ce qu'ils avaient réussi à faire contre Détroit, où il leur était rentré dedans d'entrée, et il n'y avait pas eu de match. Mais ce qu'ils n'ont pas été capables de faire, par exemple, contre Portland, et qui n'ont pas été capables de faire contre Brooklyn, et encore moins contre Charlotte, où ils mettent en confiance une équipe qui, je suis désolé, hein, c'est pas un manque de respect, mais Charlotte, cette année, c'est pas bon. Si tu leur, Non, on puis leur c'est tape Charlotte sans la Melo Ball, c'est sans leur meilleur dans joueur. la mélopole en plus, bien Tu sûr. vois, il Et y a avec plein un de facteurs positifs. Miami, c'est pareil, il manquait Adebayo, il manquait du monde au hit Tyler contre Hero, nous. il Donc, manquait Tyler Hero. il y a un moment donné, tu dois ces équipes-là,
En plus, Toronto, on le dit, on le répète, Toronto est une franchise qui n'a pas de marge. Mhm. Toronto, à l'heure actuelle, a un roster qui fait que chaque joueur doit être prêt à 100% pour espérer gagner. Tu le sais, c'est admis, tout le monde l'a vu, tout le monde le sait depuis le début de la saison. Or, je ne vais pas reprocher à des joueurs de ne pas avoir un assez bon niveau de basket, ça, voilà, c'est leur chose, mais l'implication mentale et physique, elle doit être à 100%. Là, par contre, c'est inexcusable. Sauf peut-être sur un match pour un joueur, Oui, tu peux mais rater pas un match pour de toute temps en l'équipe temps. comme ça sur 15 jours. C'est pas possible. Exactement. Et là, j'en veux autant aux joueurs que j'en veux au staff. Rajakovic, il est gentil, il Oui. sourit en conférence de presse, très bien. Mais à un moment donné, alors, à un moment donné contre Charlotte, je l'ai senti un petit peu plus tendu, si tu veux. Au milieu du deuxième quart-temps, là, c'est cette période-là où Toronto n'avait plus marqué. Non, si, Toronto n'avait pas marqué depuis quasiment 7 minutes, je crois, dans le second quart-temps, là, quand l'écart s'est vraiment creusé face à Ouais, Charlotte. c'est monté à plus 20. Il y a eu un temps mort, une réaction de Darko où il a agité les bras, il avait les sourcils froncés et tout. On a senti qu'il y avait un petit peu de tension et derrière, c'est allé mieux. Mais punaise, s'il faut 15 jours de match comme ça, coup-ci, coup-ça, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge, les gars, on va pas aller loin, quoi. Non, mais surtout qu'il le dit hier en conférence de presse, je sais plus si c'est celle d'hier ou celle d'avant-hier, qu'il prend la responsabilité avec son staff, que les joueurs sont pas préparés pour bien démarrer. Mais ça, c'est lunaire aussi. C'est pas Oui, possible. c'est ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'on n'est pas bon à ce niveau-là, mais on ne fait rien pour le régler. C'est quand même assez extraordinaire. Et en Pareil, plus, on lui a posé la question du 5 de départ. Il a dit oui, oui, on étudie les différentes possibilités, mais bon, ouais, y a pas de ça botte en changement. touche. Ça botte en touche. Et c'est symptomatique et ça me fait un peu penser à la situation autour de Coloco. On a aucune news, c'est quand même effrayant. Mhm. On a un joueur qui n'a pas joué depuis 1 an et demi. Et ok, problème respiratoire, d'accord. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Est-ce qu'on peut mettre un nom sur ce qu'il a ou pas déjà? Parce que d'un point de vue sanitaire, déjà, c'est inquiétant. Enfin, moi, Ouais. déjà, je m'inquiéterais d'aller chez le médecin, d'avoir un pépin et que le médecin me dise, bah écoutez, je sais pas du tout ce qui vous arrive. Vous avez des problèmes respiratoires. Moi, ça me ferait flipper déjà. Mais bon, visiblement, non, il n'y a rien de catastrophique. Tu as l'impression que Toronto est là où ils veulent être. Et enfin, qu'il y ait ce discours-là, tu vois, que Milwaukee, par exemple, qui fait pas un début de saison extraordinaire, il y a des difficultés avec Daniel Lillard, etc. Que Giannis Antetokounmpo vienne m'expliquer en conférence de presse que ben, c'est normal, il faut qu'on prenne du temps pour intégrer Damian Lillard, qui est un gros joueur, on vient de perdre Jrue Holiday, etc. Il y a des raisons qui font que, bah oui, c'est une équipe qui est en train de travailler des nouvelles habitudes, une nouvelle cohésion. Là, ben non, on a l'impression que tout est normal. Jusque-là, on suit la route qui était tracée au départ et tout va bien. Ben, bizarre, non? Ouais. Non, et comme tu disais, je vais revenir sur ce que tu disais par rapport à... Moi, en fait, à la limite, l'adresse à 3 points, c'est pas mon principal souci parce que on le sait depuis le départ, de toute façon, qu'on n'a pas une équipe, comme tu l'as dit, niveau basket. On n'a pas une équipe avec des shooters. Donc après, bien sûr, le match contre Charlotte, ça rend fou parce que c'est pas tes shooters à 3 points qui rentrent leur tir. Tu pourrais être à 6 sur 32 et c'est OG et Gary qui ont mis leur tir, le reste les a pas mis. Tu dis, bon, ok, tant pis. De toute façon, les autres, on s'attend pas à ce qu'ils les mettent. Mais là, c'est un Precious Achua commence à remontrer un peu le bout de son nez. C'est un peu plus Lui, à la limite, intéressant. c'est le point Ouais. positif, ouais. Mm, Depuis Miami, ça fait 2 matchs où il est mm, à plus de 15 points. Donc complètement. ça commence à être intéressant. Tu as Scotty qui confirme qu'il est une menace à Qui 3 fait ce points. qu'il peut. Mm. Et tu as OG qui a 0 sur 6. Gary, c'est un fantôme. Mais surtout, le problème pour moi, c'est même pas ça. C'est juste l'implication. T'as, En début de saison, tu as OG qui vient dire ouais, je suis un candidat Deepoy. Tu as Barnes qui vient dire je pourrais être un Deepoy. Tu as Precious Achiuwa qui vient dire je pourrais être un Deepoy. Tu as Poltel qui dit on doit être dans le top 10, mais même on doit être dans le top 5 des défenses. Et tu le montres pas. Je ne vois pas des Raptors. Et typiquement, il y a une équipe qui est construite comme nous. Et par contre, qui m'a impressionné défensivement, c'est les Lakers. Les Lakers, ils mettent pas un tir à 3 points, mais par contre, l'intensité défensive qu'ils mettent, et pourtant, ils ont des joueurs qui sont pas des gros défenseurs, hein. Ils ont D'Lo, ils ont Austin Reeves. Donc là, ils ont trouvé la bonne formule. Reeves sort du banc pour pas avoir 2 joueurs qui sont pas des bons défenseurs dans le 5. Mais ça défend. Et tu vas pas me dire que
en dehors de peut-être Anthony Davis, qui est peut-être un meilleur défenseur que tous nos défenseurs, parce qu'il est juste exceptionnel, mais le reste de leurs joueurs ne sont pas des meilleurs défenseurs individuellement que les Raptors. Et encore une fois, on a l'impression que ça joue pas ensemble. Et c'est exactement la même chose que l'année dernière avec Nurse. On a dit Nurse a perdu l'effectif, Nurse a perdu ses assistants, je ne sais pas quoi. On a un Darko Rajakovic qui arrive avec un beau discours, etc., des beaux discours en début de saison, mais on retrouve exactement la même chose. Et ça, je ne sais pas comment on doit régler ça, en fait. Et Il y il a... y a un manque criant d'adaptabilité. Je veux dire, quand à Charlotte, tu es 7 minutes sans marquer, non seulement tu marques pas, mais tu ne provoques pas un seul lancer franc. Tu as des joueurs comme Siakam, comme Scottie Barnes, même Moji Anunoby, qui sont forts physiquement et qui aiment bien aller au panier. Tu ne provoques pas un seul lancer franc. C'est pas normal. À ce niveau-là, en NBA, c'est pas normal. Que ce soit un joueur sur le parquet ou un membre du staff, à un moment donné, il doit y avoir un temps mort et un mec qui me dit, les gars, je ne veux plus un seul shoot à 3 points. Vous attaquez la peinture. Surtout contre Charlotte, encore une fois, sans vouloir leur manquer de respect, c'est Charlotte en face. Ce ne sont pas des joueurs. Je veux dire, il n'y a pas Joel Embiid dans la raquette. Non, et en Tu plus, vois. Mark Williams n'a pas fait un bon match. Il a eu beaucoup de fautes. Il a pas mal raté au cercle. Ils l'ont sorti. Et on s'est fait dominer par son remplaçant. J'ai perdu son nom là. Lui, là, il a pris Ouais, les j'ai rôles plus non plus. offensifs. Il nous a J'ai plus non dunké plus. sur la, il nous a dunké sur la tronche. Il en a mis plein la gueule. Et c'est pas normal. C'est juste pas normal. Alors, après, je parle d'aller provoquer des lancers francs. Encore faut-il les mettre aussi. Ça aussi, c'est un autre problème. Mais il Et n'y ça a va rien mieux qui va, en depuis. fait. Et bizarrement, ça va mieux depuis Miami, les lancers francs. Miami, on en Oui, met bah, un il serait temps. moment On est à 20 matchs dans la saison, les gars. avec Siakam qui a 11 sur 11, donc à la limite, ça allait mieux. Siakam va mieux, je suis d'accord. Mais après, Sachoua a encore fait un 0 sur 4 l'autre jour. Ouais. Mais ouais, contre Miami, je crois qu'on est à 80%. Il faudrait vraiment. C'est euh, ouais, alors effectivement, ça va mieux sur ce point-là. Ben heureusement, mais Mais, bon, vous faites pas que mais ça à en fait, l'entraînement, quoi. le problème, c'est que dès que ça va mieux sur un point, en fait, Oui, et ça, c'est mm, Will Lou qui aimait bien le dire la saison dernière, les Raptors trouvent toujours une autre solution pour perdre, en fait. c'est ça. C'est ça qui est assez dingue et c'est assez frustrant. Donc, il n'y a pas d'analyse à faire, en fait. Pour moi, déjà, Ben, c'est dans l'état d'esprit. Il y a un état d'esprit qui ne va pas. Donc, je ne sais pas si. non, mais encore une fois, on parle d'état d'esprit et je suis d'accord et j'en fais peut-être trop, mais pour moi, quand tu as 3 joueurs de ton groupe de 6 principal qui est en année de contrat, dont un avec qui tu as été champion, qui est double All-Star, et dont tu sais très bien que la situation, elle est pas bonne. Je veux dire, Siakam, il sourit, on compte sur lui, il joue, y a aucun problème. Mais tu sens bien qu'il y a un malaise quelque part dans le vestiaire. Tu sens bien qu'il y a un joueur d'un côté qui voudrait rester et une franchise qui dit, mais non. Mais qui en même temps n'a pas l'air de se remuer ciel et terre pour lui trouver une porte de sortie pour pas le perdre contre rien. Donc, tu as l'impression tout le monde a été cryogénisé là dans cette franchise et il n'y a rien qui se passe, on attend le dégel. Ben, au Canada, bon courage, hein, avec l'hiver qui arrive. Non, clairement, là, on a l'impression qu'on va devoir attendre le mois de février, quoi. C'est assez fou de Ouais, se et dire. encore, le Alors, mois de février, j'ai peur qu'on se retrouve avec des solutions d'urgence, ouais, voire pas de solution du tout. Enfin, je veux dire, on a perdu Fred VanVleet contre rien cet été, encore une fois. Hein. On a l'impression de pas prévoir. C'est-à-dire que c'est la merde dans le présent. On est en galère, il y a des problèmes évidents. On a l'impression que ces problèmes sont pas si graves parce que du coup, tu vois ce qui arrive dans les mois à venir, les problèmes de contrat, etc. Donc tu te dis, ça doit bosser en sous-main, enfin ça doit pas compter ses heures, les téléphones doivent être en train de sonner en permanence et tu vois rien arriver. Donc ça doit jouer aussi pour les joueurs, au-delà de Gary Trent Jr., Oggi Anunoby et Pascal Siakam qui sont libres de signer où ils veulent cet été. Ça doit jouer aussi sur les joueurs qui savent qu'ils vont être à Toronto l'année prochaine. C'est on va où? Elle est où la direction? Il est où l'axe de progression? C'est ce que certains joueurs préféreraient être à Houston aujourd'hui, je pense. Hein. Coucou Van Vliet. Tu vois, c'est assez grave de passer d'une franchise qui est parmi les plus importantes de la décennie 2010 à ça aujourd'hui en 3 ans depuis le Covid. ouais, La chute, elle est violente. Hein. la chute, elle est violente et c'est frustrant parce que
moi personnellement, j'ai pas l'impression que cet effectif il a des défauts, mais les Raptors ils sont pas à leur place. Non, on est Ils d'accord. pourraient, ils pourraient être plus haut, honnêtement, quand tu vois des flashs sur certains matchs. Donc après, je sais que là, dans la communauté, il y a pas mal de rabat-joie qui aiment à dire que non, nous, on l'a vu venir, que cette équipe, elle est nulle, etc., etc. Mais malgré tout, quand tu vois l'ensemble des matchs et quand tu vois ce qu'ils sont capables de produire, en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, ils sont capables de produire le pire des jeux et en même temps de... Parce que c'est pareil contre Miami, sur le troisième quart-temps, ils mettent pas un point pendant 5 minutes, mais derrière, ils en mettent 19. Donc moi, j'arrive pas à... Là, j'ai quand même atteint, enfin, avec le match contre Charlotte, je m'attends plus à grand-chose maintenant parce que j'ai l'impression que, comme on vient de le dire là, que ça n'a pas envie de bouger en fait. Je sais pas, Darko Rajakovic, il a des beaux discours, mais tant que je vois pas du changement dans, je sais pas, soit dans la rotation ou tant que je vois pas de changement en fait, j'ai pas envie de me prendre la Ouais, tête à me dire ouais, cette équipe elle peut faire quelque chose. Je c'est vais. ça, en fait, la situation, elle est tellement mauvaise à l'heure actuelle qu'il faut changer quelque chose. Il faut essayer quelque chose. Tu peux pas continuer comme ça. Tu fonces dans le mur soir après soir, c'est pas possible de ne rien changer. Il faut changer quelque chose. Je sais pas si c'est le 5 de départ, je sais pas si c'est les minutes, je sais pas si c'est le style de jeu, j'en sais rien. C'est pas mon rôle de ça, mais il faut changer quelque chose. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais souligner. Est-ce qu'on a vraiment mis Darko Rajakovic dans la meilleure situation possible? Je Non, pas du m'explique. tout. On a pris un entraîneur qui est réputé pour former, qui est proche des jeunes joueurs. Il a été très bon dans le développement à Memphis. Il est réputé par tous les joueurs parmi lesquels il est passé. On a encore eu des compliments sur lui de Devin Booker, je crois, quand Ça. Phoenix est venu à Toronto. Donc là-dessus, on sait ce qu'on a avec Darko Rajakovic. On sait ce qu'il a fait par le passé. Sauf qu'aujourd'hui, tu lui mets dans les pattes un roster qui est composé d'un All-Star un peu entre deux eaux parce que déjà fin de contrat, parce que situation à Toronto un peu compliquée, on ne sait pas trop. Enfin, je veux dire, Pascal Siakam avait tout pour devenir l'idole de Toronto à la sortie de la saison 2019-2020. Post-titre et pré-bulle. Voilà, il venait d'être Most Improved Player, champion, enfin voilà, All-Star, il y avait tout lui souriait. Depuis ça, on a eu des embrouilles avec Nick Nurse, on a eu une saison tronquée par une blessure post Tampa, je crois, Ouais, t'en pas. où il a raté pas mal de matchs. Donc c'est compliqué. Et autour de lui, on a un effectif quand même relativement jeune, en tout cas pour les joueurs principaux. Je veux dire, à part Chris Boucher, je veux dire, c'est Scotty Barnes, c'est Gary Trent Jr., c'est Odi Anunoby, c'est Precious Achiuwa. Bon, c'est quand même des joueurs encore relativement jeunes, pré-prime. Enfin, ils n'ont pas 28 ans, tu vois. Donc, c'est des joueurs sur lesquels tu peux te dire, ben, est-ce qu'on tente de construire quelque chose? Sauf que si c'est sur ces joueurs clés, il y en a deux qui peuvent partir l'été prochain. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes de mettre en place quelque chose avec eux? Est-ce que tu les inclus pas vraiment parce que tu te dis ils vont partir? Mais s'ils partent pas, bonjour l'ambiance dans le vestiaire. Enfin, franchement, le poste de Darko Rajakovic est loin d'être facile. Non, mais Loin je d'être suis d'accord facile. avec toi. En fait, on lui demande à la fois de gagner et à la fois de développer, Mm, ce qui est très compliqué. mm. Mais on va en revenir une fois aussi à la construction du roster, c'est que en fait, tu essayes de développer Barnes en le mettant avec les remplaçants. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais tu vois même que la construction du banc pour accompagner Barnes ne correspond pas Non. aux qualités qu'il devrait y avoir autour de Barnes. Quand tu vois qu'il entoure Barnes de Achua avec Chris Boucher et avec peut-être Malakai Flynn et je sais plus qui est le dernier. Bah, ces derniers temps, c'est Otto Porter pour apporter un peu de spacing et de sécurité. Mais tu vois que Et c'est encore, pas, c'est pas génial. c'est pas génial. Il s'est encore blessé au pied d'ailleurs. Mm. Donc voilà. Oui, voilà. De toute façon, Otto Porter, on l'a souligné. C'est qu'en fait, il est positif en étant neutre, en fait, en faisant pas d'erreur.
mais En il fait, a c'est ça. Il est pas sous le feu des projecteurs en disant mais qu'est-ce qu'il est nul ou qu'est-ce voilà, il fait qu'il pas plombe d'erreur. l'équipe. C'est un peu comme Chris Boucher, c'est pareil. C'est le genre de joueur, quand il est sur le parquet, tu te dis, ben, il fait ce qu'on lui demande. En fait, tu peux rien lui reprocher vraiment. Tu sais très bien que c'est pas lui qui va changer le visage de l'équipe, mais tu peux pas non plus dire que c'est un poids. Contrairement à Schroeder sur les derniers matchs, où tu te dis, il est vraiment pas bon. Contrairement à l'adresse à 3 points de Pascal Siakam, qui te dit, putain, s'il pouvait en rentrer quelques-uns quand même, ça nous aiderait bien. Contrairement à l'implication parfois un petit peu encore un peu en dilettante de Scotty Barnes, je trouve, il y a des fois où tu as un peu envie de lui dire, tu peux pas jouer sur le même niveau pendant 40 minutes, c'est pas possible. Malakai Flynn, c'est un match sur deux. Ben, Malakai Flynn, c'est pareil, en fait. C'est mieux que l'année dernière parce qu'il part de tellement bas, mais c'est Hum, un peu mais comme c'est pas Porter, en suffisant. fait. Ouais. C'est moyen plus, en fait. Et c'est Après, il pas y a. suffisant, encore une fois, C'est parce pas... que par rapport à ce qu'il y a à côté. Ah ouais, tout à fait. C'est-à-dire que Malakai Flynn, c'est un troisième meneur. Mhm. C'est pas un remplaçant encore en NBA. Non. Et pareil pour Schroeder. Là, sur ces derniers matchs, il n'a pas le niveau d'un meneur titulaire. Non, En là, il a début de saison, carrément. oui. En début de saison, oui. Mais là, il a vraiment chuté. Et d'ailleurs, ça, c'était peut-être, on peut terminer là-dessus. Et après, on va avoir je vais recevoir le fan numéro un de Gary Trent Jr. pour rediscuter de son rôle et du rôle que Darko lui accorde. Mais lié à ça, est-ce que Darko n'accorde pas trop d'importance à Dennis Schroeder, qui, j'ai l'impression, moi, sur les fins de match, c'est un peu tout pour lui, alors que ça devrait être pour Barnes et Siakam. Et j'ai l'impression qu'il se repose énormément sur lui, et peut-être même trop. Et on parlait de changement dans le 5 de départ. Est-ce qu'il n'est pas trop attaché à Schroeder? Est-ce qu'il lui a pas promis quelque chose pour faire venir? Et au final, est-ce qu'on ne paye pas ça, euh, cette amitié ou cette proximité entre Schroeder et Darko, qui fait que il est un peu réfractaire à changer les choses, et on va en parler après avec le fan de Gary Trent Jr., ce qui a fait complètement plonger Gary Trent. Parce que Gary, on Hum. l'a vu, le peu de matchs où il a été titulaire, il a été bon. Et ce qui est dommage, c'est que ça partait bien en début de saison. Il disait qu'il avait un bon échange avec Darko, mais Darko ne l'utilise pas bien. Ça, on va en reparler après. Non. Mais je voudrais terminer là-dessus avec toi. Est-ce qu'il n'y a pas un truc là entre Darko et Denis où c'est un peu trop en fait? Est-ce qu'il le considère pas un peu de manière trop élevée en fait? J'en sais rien, je suis pas dans les confidences, mais c'est vrai que, à mon sens, là, à l'heure actuelle, on l'a dit, il faut changer quelque chose. De toute façon, ça peut pas continuer comme ça. Le premier changement qui semble le plus évident, c'est de mettre Gary Trent Jr. dans le 5 et de sortir Dennis Schroeder avec la second unit. Ça aurait pour moi deux points positifs, de redonner du rythme à Gary Trent Jr. Le changement se verra pas d'un match tout de suite dès le départ. Je ne pense pas que le simple fait de démarrer le match permette à Gary Trent Jr. de redevenir ce qu'il nous a montré depuis qu'il est à Toronto. Je pense pas que ça suffira, ça prendra peut-être plusieurs matchs. Mais il faut le mettre en confiance de toute façon. Tu peux pas rester comme ça. Et deuxièmement, mais moi, Dennis Schroeder, avec toute son expérience, que ce soit en NBA ou en FIBA, avec la seconde unit. Oui, qui joue contre des Pour second moi, units. Schroeder en seconde unit pour déboîter la seconde unit de Charlotte, moi je veux bien, Mais oui, il va les tu fumer, vois. les meneurs Mais bien remplaçants. sûr, mais bien sûr, on est d'accord. Et pour moi, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. J'espère qu'on y pense, qu'on y travaille du côté du staff de Darko Rajakovic. Et j'espère que ce que tu dis là, qu'il y a pas eu de promesse de fait et qu'on se retrouve pas bloqué parce que pour moi, c'est une erreur de promettre une place de titulaire à un joueur comme Dennis Schroeder. Je comprends, hein, il fallait un meneur, etc. à Toronto après la perte de Van Vliet, encore une fois, hein, les dominos s'enchaînent, mais ça te bloque des ajustements, quoi. Et c'est quelque chose dont on a parlé en pré-saison. À un moment donné, la question, elle va être, tu ne sors ni Potel, ni Siakam, ni Barnes, ni Anunoby du 5 de départ. Ces quatre places-là, elles sont verrouillées tant qu'ils sont là. La question, elle était autour de Dennis Schroeder en meneur à côté de Scotty Barnes, où on y va à 100%, le ballon dans les mains de Scotty Barnes, et Gary Trent Jr. à côté pour apporter du spacing. On le voit aujourd'hui, tu ne peux pas gagner un match en 2023 en shootant à 6 sur 32 à 3 points. C'est impossible. Même contre San Antonio, on a bien vu, c'était une galère. Donc voilà. Il n'y a que Détroit, à la limite, qui est la risée de la NBA encore en ce moment, où on a fait le match de patron qu'il fallait. Mais heureusement, quoi, parce que sinon,
Donc, non, je serais curieux d'avoir l'avis de notre ami Gary Trent Jr. FR, là, parce que je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, ni avec sa façon de le dire. Mais il faut reconnaître qu'on a une potentielle arme très intéressante qui est, à mon sens, mal utilisée, pas mise en confiance, pas mise en valeur. Et dans la situation actuelle, c'est quand même se tirer une balle dans le pied que de ne pas s'en servir. Non, je suis d'accord. Et je voulais revenir sur un truc, en fait. Si le projet, c'est de développer Scotty plus Scotty en tant que meneur, en fait, autant le faire avec la First Unit, en fait. Autant qu'il ait des joueurs Hmm. plus forts autour de Exactement, lui que exactement. le faire avec, Avec un joueur capable de créer des différences comme Pascal Siakam. que le faire Parce que avec tu une lui donnes colline. le ballon. Donner le ballon dans les mains de Scotty Barnes avec Malakai Flynn, Mais c'est bon, ça, c'est qu'en fait, c'est... le 5 avec la seconde unit, il n'est pas du tout équilibré pour lui. Il n'y Non. a, il y a pas de scoreur autour de lui pour qu'il puisse créer. Donc on se retrouve à avoir un Scotty qui doit tout faire tout seul, en fait. Et pour l'instant, il n'a pas encore le jeu. Il le prend des fois le jeu à son compte. Mais d'ailleurs, c'est souvent en fin de match, dans les quatrièmes cartons, quand il est accompagné des titulaires, qu'il a des menaces autour de lui qui permettent de quand même lui créer du spacing, souvent sans Poltel. Après, ça peut être une possibilité parce qu'on a vu que Darko aime bien aussi le duo Poltel-Schroeder. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas tenter un truc? Peut-être tu Hmm. mets Poltel avec Schroeder sur le banc, c'est leur pick and roll qui définit la seconde unit. Et je sais pas, tu tentes de mettre quelqu'un qui est plus qui space plus dans le 5 de départ avec Scotty et des joueurs qui shootent autour. Scotty, Pascal, des joueurs qui shootent autour. Tu vois ce que ça donne, mais il faut changer Hmm. quelque chose. Peut-être que C'est ça ça, marche c'est surtout pas, hein. ça. Il faut changer quelque chose. Là, la recette ne fonctionne pas. Et il y a un électrochoc à faire passer à un moment donné. Et le plus tôt sera le mieux, à mon sens, puisque de toute façon, là, on joue New York ce soir. Mhm. On a perdu contre eux il y a quoi? Il y a 10 jours. Et entre-temps, on n'a pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit. Non, Donc, en fait, je ne vois pas. Là, comme tu l'as envoyé sur Twitter il n'y a pas longtemps, c'était cet après-midi, Toronto joue ce soir. On a zéro excitation, zéro non, attente, il n'y a pas d'attente. zéro enthousiasme. Donc, Exactement. et ça, c'est terrible parce que c'est quand même ce qui fait vivre une franchise, un minimum d'attente de supporters, enfin, d'envie et d'attention et de, voilà, une marge de progression. Encore une fois, avec un effectif quand même relativement jeune. Ouais, En tout et cas, puis dans les joueurs principaux. moi, c'est pour la première fois que ça me fait ça cette saison, parce que même avant Charlotte, malgré la défaite contre Miami, j'étais impatient d'être à ce match-là. Je me dis, allez, ils vont se reprendre, c'est bon, c'est Charlotte. Mm. Peut-être que ça va enfin, ils vont enfin avoir compris. Ils ont raté le début du match contre Miami, ils ont raté la début de troisième quart-temps. Ah, ils vont pas refaire pareil. Mais Et ce là, qui joue, c'est aussi la première fois qu'on a des déclarations aussi bizarres de la part des joueurs et du staff. il n'y a pas de sentiment d'urgence, en fait. Ça, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de fierté. Il n'y a pas de, on est fier de ce maillot, on est fier de cette ville, on est fier de cette franchise, on veut pas se faire marcher dessus, on veut, enfin, il y a rien. Il y a l'impression de, bah, on va à l'entraînement parce que l'entraînement il est prévu et puis on vient au match parce que le match il est prévu, quoi. Mais sinon, Ouais, voilà. c'est terrible, c'est terrible. Et puis surtout, en plus, ce début de match contre Miami, tu peux même pas se mettre ça sur le coup de la fatigue ou quoi, parce que ils Non. avaient 4 jours de repos. Enfin, 2 jours de repos et 2 jours d'entraînement. Et en disant bien, on va avoir 2 jours d'entraînement, on va être bien préparé. Et on est bien préparé à quoi? À mal démarrer le match, encore une fois. Non, là, de toute façon, là, on va arrêter parce que on se répète. Mais en vrai, il y Oui, a. c'est ça. Mais de toute façon, voilà, les enseignements à tirer de ces 15 jours, c'est que là, ça ne fonctionne pas du tout et qu'il faut changer quelque chose. Changer quoi? On en a parlé, on a mis une piste de mettre Gary Trent Jr. dans le 5 et Dennis Schroeder avec la seconde unit. J'espère que ça va être fait ce soir ou le plus tôt possible. Et c'est que à ce moment-là que je vais avoir l'envie de regarder le match en me disant, OK, on a changé quelque chose, qu'est-ce que ça donne? Vas-y, on voit. Mais c'est ça, mais moi, j'aimerais bien pouvoir analyser tactiquement en disant, bon, ok, les Raptors, ils ont des problèmes contre les zones, Hmm. défensivement, peut-être il faut pas qu'ils switchent, des trucs comme ça, comme on était à un moment dans la saison face à Boston, où on s'est dit, ah non, là, il faut pas switcher Schroeder sur des grands, mais là, on n'en est même plus à ça, on n'est même plus à analyser tactiquement ce qu'il faut faire, en fait. On a Non, juste envie qu'ils aient une putain d'attitude correcte, en fait, et c'est dingue. c'est Et c'est ça. dingue. Et T'as c'est tout dingue. dit. Bon, on va pas parler du match à venir, des clés. De toute façon, les clés, c'est de jouer au basket pendant 48 minutes. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. On espère un esprit revanchard contre New York qui est venu nous taper à domicile et correctement.
Mais on ne sait pas à quoi s'attendre de toute façon. Donc, on verra bien. On va se quitter là-dessus. Je vais ajouter le petit entretien que je vais avoir avec Gary Trent Jr. FR juste après. Je vais l'avoir un peu plus tard aujourd'hui. Donc, ça sera publié dans la soirée. En tout cas, merci à toi, Alex. Et puis, on se retrouve prochainement pour, on espère, un peu plus de joie. Tout à fait. À bientôt. À bientôt et let's go Raptors malgré tout. Let's go Raptors C'est quand même, hein. parti. Alors, comme promis, me voici avec Rémi. Rémi qui tient la page Scary Gary, la page fan de Gary Trent Jr. Salut à toi, Rémi. Salut Mike, bonjour à tous. Rémi, je voulais t'avoir parce que Gary Trent Jr. vit des temps difficiles, malheureusement, du côté des Raptors. Et je sais que dernièrement, tu as fait un thread un peu pour expliquer un peu tout ça. Donc, Mhm. je voulais parler avec toi de la saison de Gary, avoir ton avis. D'abord, pour commencer, ma première question, c'était un peu quelles étaient pour toi les attentes vis-à-vis de Gary en ce début de saison, avant que la saison commence. On se rappelle de ce Media Day où il avait dit j'ai jamais autant discuté avec un coach. La relation avec Rajakovic semblait vraiment être bonne. Donc, du coup, après ça, pour toi, quelles étaient les attentes? Et ben moi, après ça, j'avais de bonnes attentes pour sa saison parce que il avait été annoncé, on se doutait qu'il sortirait du banc. Et contrairement à ce qui avait été sous-entendu, pour moi, l'année dernière, le problème, c'était pas qu'il sorte du banc, c'était plutôt le manque de communication avec le coach sur la définition de ce rôle. Et le problème, c'était vraiment qu'il ne savait pas combien de minutes il allait jouer, etc. Et le fait qu'un coach lui dise qu'il allait communiquer davantage, pour moi, ça allait vouloir dire qu'il allait pouvoir trouver son rythme en tant que sixième homme avec 30-33 minutes tous les soirs en sortie de banc. Et du coup, je m'attendais à ce qu'il progresse dans ses pourcentages, à ce qu'il progresse au niveau de la moyenne de points, tout en maintenant l'activité défensive. Je le voyais garder les 18-19 points de moyenne, aller chatouiller les 20 parfois, parce qu'on sait que quand il a les spots en sortie de banc, ça peut vite monter s'il est servi. Bon, force est de constater que ça ne s'est pas passé du tout comme ça. Et je trouve ça dommage parce que Gary sixième homme, c'est pas du tout une mauvaise idée, même si le mettre dans le 5 ça s'entend aussi au vu du spacing et de ces arguments-là. Mais le faire sortir du banc pour épauler un Barnes ou un Siakam, c'était vraiment une très bonne chose à essayer selon moi. Mais je trouve qu'il n'y a pas les systèmes ne sont pas trouvés et la confiance chute et ça donne la saison qu'on a en ce moment. Ouais, et puis tu le disais, on s'attendait à un temps de jeu régulier, 30-33 minutes, ça aurait été parfait. Et on voit que le temps de jeu n'est pas régulier, justement. On a encore vu dernièrement, il joue que 20 minutes, parfois 25. Après, il faut Exactement. dire que, après, c'est toujours là l'équilibre entre, pour toi, est-ce que c'est totalement les systèmes, il n'y a pas le jeu pour lui, ou est-ce qu'il y a quand même une part où Gary n'est pas efficace en ce début de saison? Comment tu juges un peu tout ça? Alors, je dirais qu'en premier lieu, il a manqué ses 5-6 premiers matchs, alors que les systèmes étaient ce qu'ils étaient, mais son début de saison est vraiment manqué parce que même avec des systèmes moyens, il y a des tirs qu'il doit mettre et qu'il n'a pas mis en début de saison, comme beaucoup de joueurs cherchent leur rythme, etc. Mais après, ça a fait que s'empirer. Là, actuellement, cette saison, il joue en moyenne 25,5 minutes par match, ce qui est quand même très peu, parce que quand on sait qu'avec Nick Nurse aime beaucoup ses titulaires, certes, mais il joue quand même 35 minutes. Ça fait une différence de 10 minutes pour un joueur qui va fêter ses 25 ans au mois de janvier, donc il a encore largement les moyens de jouer 35 minutes par match. Et je pense que du coup, le fait d'avoir son rendement qui baisse, ça fait baisser son temps de jeu et on se retrouve dans une spirale très négative où il n'y a pas d'issue en fait pour en sortir. Soit il faut donner plus de système, plus de temps de jeu, quitte à prendre 1 à 2 semaines pour vraiment qu'il retrouve de la confiance et du rythme, ou alors il faut attendre la deadline et s'en séparer, ce qui serait dommage, j'estime, mais je vois pas vraiment d'autre issue parce que j'avais beaucoup d'espoir, notamment quand Grady Dick a été rétrogradé en G-League. Et Grady Dick, qui jouait 14 minutes de moyenne par match avec les Raptors, je me suis dit, il y a une partie de ces minutes qui vont être distribuées à Gary Trent Jr. Et s'il se stabilise aux 30 minutes par match avec des ballons que Dick n'a pas en tant que shooter, ça pourrait l'aider, ça pourrait le remettre à niveau. Mais c'est le contraire qui se passe. Il joue toujours moins et c'est plus Malakai Flynn qui bénéficie de ces minutes. Donc non, moi, ça me semble très compliqué de rehausser la barre maintenant. Et
pense qu'on est dans un cercle vicieux où il ne reprendra pas confiance et du coup, Darko n'aura pas envie de lui donner plus de responsabilités. Toi, tu as vraiment l'impression qu'il a perdu confiance et que c'est compliqué que ça revienne. Alors, le sujet qui a été beaucoup évoqué ces derniers temps, c'est la nécessité des Raptors de changer quelque chose. On ne sait pas si ça doit passer par le 5 de départ ou. Moi, je pense que ça doit passer par le 5 de départ parce qu'on en avait beaucoup parlé en début de saison. Et moi, j'étais méga confiant sur le fait qu'on allait vraiment donner les clés à Scottie Barnes meneur et Ouais. Gary Trent Jr. allait être l'arrière à ses côtés pour offrir du spacing. Si tu as Mm. quand même Gary Trent plus OG, ça apporte quand même des Exactement. shooters à 3 points. On a vu que Schroeder avait plutôt bien commencé, mais là, Schroeder est dans une passe plutôt Il va compliquée retrouver aussi. cette standard, ouais. Mm. Est-ce que tu as cette impression que Schroeder est vraiment, on en parlait tout à l'heure avec Alex, euh, que Schroeder est vraiment, comment dire, on a l'impression que Darko Rajakovic lui a quand même promis ce poste de titulaire et que Mhm. il est vraiment privilégié par rapport Ouais. à d'autres joueurs. Est-ce que tu as cette impression-là aussi? Et je sais que tu as quand même été assez virulent vis-à-vis de Darko Rajakovic. Est-ce que tu lui en veux un Exactement. peu quand même de l'utilisation de Gary et de ce rôle minime par rapport à Schroeder, peu importe les performances de Schroeder aussi, alors qu'on a l'impression qu'avec Gary, il n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Et en plus, on a beaucoup parlé de développement cette saison. On a l'impression que, par exemple, des Malakai Flynn, des Precious Achiuwa ont vraiment le droit de rater leur match, ils vont avoir leurs minutes. Tandis que c'est vrai que Gary, on a quand même l'impression que il y a un truc différent. Je sais pas si tu as ce sentiment-là aussi. Mm. Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, ça touche pas spécialement à Schroeder, parce que pour moi, c'est vraiment un bon meneur. Et pour moi, c'est pas lui le gars en trop. Là, tu parlais beaucoup de Scottie Barnes à la main. Scottie Barnes, c'est un excellent joueur que j'aime beaucoup, mais du coup, au niveau du lien avec Gary Trent Jr., c'est pas le coéquipier le plus complémentaire dans le sens où depuis 2 ans, c'est avec Pascal Siakam que la connexion se fait très bien, que Siakam le trouve dans les bons spots. Et à ce niveau-là, moi, je trouve que Schroeder, justement, c'est un bon porteur de balle qui a un très bon complément de Siakam et que du coup, entre Siakam, Schroeder et Barnes, c'est un des deux entre Siakam et Barnes qui doit sauter. Pour moi, Schroeder n'est pas forcément le problème. Et je suis même content d'avoir un Schroeder à côté de Gary Trent Jr., qui n'est pas un porteur de balle exceptionnel. D'avoir ce porteur de balle sur les lignes arrière, pour moi, c'est un très bon complément. Et c'est vraiment entre Siakam et Barnes où, pour le coup, pour moi, ça pose problème. Parce que Barnes est très bon à la main, mais c'est pas au niveau de. Pour trouver des shooters, il est bien moins bon que Siakam, je trouve, pour l'instant. C'est plus quelqu'un qui va faire la bonne passe au moment pour cutter ou qui va attirer le pivot sur lui pour distribuer au bon moment. Mais niveau shooter, Siakam a une vision quand il tourne sur lui-même avec des passes que Barnes n'a pas encore, je trouve. Et ce Mhm. qui est d'ailleurs un axe d'amélioration dans sa palette, je dirais, offensive. Et sur ce que tu disais par rapport aux autres joueurs de banc, c'est-à-dire que je ne dirais pas que Gary est un peu moins, a moins le droit de rater ses matchs. C'est juste que quand il rate ses matchs, je dirais que ça se voit plus parce que lui, pour le coup, on attend vraiment une ligne de stats. C'est-à-dire que à la fin du match, peu importe le résultat, on s'attend à voir Gary Trent Jr. 2 sur 5 à 3 points ou 3 sur 7. Et du coup, quand il n'a pas cette ligne de stats, typiquement, son match sera forcément, pas forcément mauvais. On peut, quand il jouait 35 minutes par match et qu'il avait un 1 sur 7 à 3 points, on pouvait dire oui, mais il a fait 3 steals, oui, mais ceci, il a une activité. Là maintenant, avec son rôle vraiment réduit en termes de temps de jeu, on n'a plus du tout cet aspect-là et il est jugé purement que sur ses shoots. Et ce qui fait qu'il a aussi moins l'occasion de se donner confiance de l'autre côté du terrain. Parce que l'année dernière et même sa première année aux Raptors, je pense que tu te souviens, c'est un joueur qui, par sa grosse activité défensive, se donne aussi confiance en attaque. Et Mhm. ça marche, c'est un moteur qui tourne comme ça aussi. Et comme les systèmes défensifs sont aussi différents cette année, il a moins de repères. Et là où un Precious avec ses longs bras, il sera toujours utile, et un Malakai pour porter la balle, et ben Gary Trent Jr., il se retrouve un peu entre deux eaux. Et c'est compliqué pour lui de se donner confiance avec toutes ces choses qui ont changé. Donc, je trouve que d'un côté, c'est pas qu'il est moins bien jugé, c'est que cette équipe, cette façon de jouer est moins adaptée pour lui. Et je trouve que Darko aurait dû faire davantage parce que autant Gary, c'est un joueur confirmé. Donc, quand on regarde ses stats, bon, ça reste 36% à 3 points. Donc, ça reste dans l'effectif des Raptors assez viable. Mais je pense typiquement qu'un joueur comme Grady Dick pourrait déjà avoir fait une bien meilleure saison si tout ça était mieux dessiné pour les joueurs qui shootent.
Ouais, on en revient à ce que tu disais par rapport à Barnes Siakam, c'est l'éternel l'éternel débat en fait de ce front de court des Raptors et j'inclus Paul Tull dedans parce qu'en fait on voit que en fait le vrai poste pour moi pour Scottie Barnes en fait c'est poste 5 dans un small ball parce qu'en Ouais. fait on voit que c'est là qu'il est le plus efficace, c'est là où Mm, tu peux mettre Siakam à côté de lui sans qu'il y ait un autre joueur qui, euh, mm. qui, qui, qui soit gênant pour le spacing en fait. Un Ouais. Siakam Barnes avec Schroeder, Gary Trent Jr. et OG, là tu as un Mm, spacing qui est optimal. Malheureusement, on a vu il y a 2 ans que ça a connu ses limites parce que quand tu joues des équipes avec des pivots très grands, tu peux pas faire défendre tes ailiers pendant 40 minutes sur un grand. Mais moi, dans mm. l'idée, j'aime bien en fait ce 5-là. Et le fait d'avoir Paul Toll, en fait, pourquoi pas en sortie de banc? On en parlait avec Alex, puisque Darko a envie absolument d'avoir Schroeder et Poltol ensemble. Bah, pourquoi pas tous les deux les faire sortir du banc? Ça serait une idée aussi pour optimiser également le spacing autour de Barnes. Parce qu'on se rend compte que de toute façon, en fait, tout est mal construit au final. Et là, c'est sûr que je suis totalement de l'avis de ceux qui critiquent le front office par rapport à la construction de l'effectif. C'est qu'en fait, Mm. on parle de développement de Barnes en tant que meneur, mais du coup, Barnes, on le met avec la second unit, et tu vois une second unit autour de lui qui n'est pas du tout construite pour son jeu, Mm. en fait. C'est qu'il joue avec des bouchers, avec des pressures qui ne sont pas des joueurs qui space, et au final, on demande à Gary d'être le seul à faire ça, et comme tu dis, en plus, c'est vrai qu'il n'y a pas cette connexion Barnes, il n'y a pas cette connexion Barnes-Gary Trent encore. On Mm. la, En on la défense, mais pas en attaque. voilà, on la sent pas comme avec Siakam qui est vraiment le principal pourvoyeur de ballon pour cette connexion. On l'a vu depuis la saison dernière, c'est vraiment quelque chose qui marche absolument. Euh, Maintenant, vu la situation actuelle, pour toi, est-ce que c'est transfert inévitable à la trade deadline? Est-ce que c'est rééquilibrage peut-être de l'effectif avec Siakam qui saute? Mais dans ces cas-là, là, c'est clair que de toute façon, on va repartir sur un espèce de mini rebuild parce que après, de toute façon, c'est compliqué. C'est ce qu'on dit. On en parlait avec Alex tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe? Il y a un potentiel, mais au final, on est déçu à chaque fois. Donc, ça paraît vraiment compliqué. Toi, comment tu vois les choses à l'avenir? Est-ce que tu penses que Darko peut se remettre en cause? Darko, c'est beaucoup de blabla pour l'instant. C'est un peu ce qu'on remarque. C'est que oui, je Mm. vais faire ci, oui, je vais faire ça, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de changements. Il n'y a pas beaucoup de. Oui, on doit redémarrer les matchs plus forts. Beau Patati jeu plus patata, dur. Ouais. mais au Mm. final, on retrouve les mêmes erreurs, les mêmes choses tout le temps. C'est ce qui crée une vraie frustration. Donc, comment tu vois un peu, toi, la suite? Bah déjà, pour moi, le premier gros perdant dans tout ça, c'est Masai, que je désignais un peu comme responsable. J'avais fait un article sur le roster avant la saison où je donnais 4 victimes de l'intersaison ratée des Raptors, et c'est à peu près tout ce qui se passe. Le premier, c'est Darko, parce que même pour moi, s'il montre ses limites, on lui a quand même donné un effectif qui n'était pas fonctionnel, et on l'a vu tout au long de la saison dernière, qu'en attaque, ça se marchait dessus, que c'était compliqué, que c'est en partie à cause de ça que Scottie Barnes a fait une saison dans la continuité de sa saison rookie sans beaucoup progresser. Donc Scottie Barnes et Darko, pour moi, c'était les deux premières victimes. Après, en OG Anunoby, qui même s'il fait une très bonne saison défensivement, je pense vraiment qu'avec un coach comme Darko, si ça avait été mieux équilibré, on aurait vraiment pu lui voir faire passer un petit step en attaque. Et je regrette un peu que ce ne soit pas le cas. Et la dernière victime, Gary Trent Jr., parce que comme tu le disais, lui, du coup, il est en perte complète de vitesse. Et il y avait une prolongation qui était dans les tuyaux en début de saison quand il a pris sa player option. Au final, une prolongation qui ne verra pas le jour parce que c'est impensable de lui donner un tarot avec la saison qu'il fait. Mais c'est à double tranchant parce que les Raptors, quand ils vont devoir le trader à la trade deadline, et ben, ce qu'ils vont avoir en retour, là, maintenant, c'est plus qu'un joueur qui tourne à 11 points de moyenne, La avec valeur des a chuté. pourcentages très limités. La valeur a chuté instantanément. Et pareil pour Siakam, ça va être un joueur qui reste 3 ans de contrat. Et si tu le trades à la deadline, tu pourras en 3 mois, pardon, oui, Ouais. tu pourras en avoir, tu vas en avoir des contreparties moindres. Donc, ce que j'imagine pour la suite à Toronto, c'est déjà qu'il faut faire ce choix Mm. entre Siakam et Barnes. Pour moi, c'est le premier des choix à faire. Et maintenant, prolonger Siakam, pour moi, ça ne me semble pas possible.
faire un choix autour de Siakam, pour moi, ça aurait été possible cet été. Je suis un des rares à penser ça. Mais si Scottie Barnes avait été mis dans la balance pour obtenir Damian Lillard, par exemple, eh ben, j'aurais totalement compris qu'on se dise Siakam est déjà All NBA, on lui donne un Mhm. joueur complémentaire et on peut jouer le titre, quitte à mettre Scottie Barnes dans la balance, un peu à l'image de ce que les Kings ont fait avec Haliburton et Sabonis. Il y avait un vrai talent, mais avoir un All-Star complémentaire, ça te fait viser des choses tout de suite. Mais maintenant, tout ça, c'est plus possible. Donc, pour moi, Pascal Siakam doit être tradé en février. Il n'y a pas d'autre possibilité. Après, on verra ce qu'il en ressortira, mais ça fera déjà énormément de place à Scottie Barnes dans l'effectif. Et ça fait une prolongation en moins à signer. OG doit être prolongé. Sinon, ils vont vraiment s'en mordre les doigts. Et Gary Trent Jr., pour moi, même si Siakam s'en va, ça me semble compliqué de lui redonner sa chance parce que la contrepartie que les Raptors vont vouloir pour Siakam, ça va être de jeunes guards, parce que c'est sur la ligne arrière qui sont vraiment démunis. Du coup, comment tu développes les quelques guards que tu vas récupérer contre Siakam avec Gary Trent Jr. qui va te gêner au milieu, parce que soit tu vas lui donner un gros contrat, s'il n'est pas à la hauteur, il va bloquer tes jeunes, il faudra le retrader. Donc pour moi, la deadline, ça devrait être impérativement Gary Trent Jr. et Siakam qui s'en vont avec une prolongation d'Oji Anunoby. Ça me fait un peu mal au cœur parce que Gary Trent Jr., quand il prend sa player option au lieu d'aller sonder Mhm. le marché, c'est vraiment parce qu'il avait l'intention de s'installer dans le long terme à Toronto. Mais au vu de la saison et de ce qui se passe, ça me semble pas possible sans que ce soit de la faute de 100% de son coach ni de lui. Et c'est ça qui est un peu triste dans l'histoire et c'est là où Masai a un peu manqué son intersaison. C'est qu'on va le ressentir maintenant. Mais moi, je te suis complètement. Il paye le choix de ne pas faire de choix, en fait. C'est, euh, Exactement. et moi, je suis, en fait, bah, tu dis que tu es l'un des seuls, mais moi aussi, j'étais pour jouer le win now, quitte à sacrifier Barnes. Tu aurais eu un 5 avec Lillard, Gary Trent, OG, ou même pas Siakam, Butler. Siakam et Paul Tull. Et là, tu avais une équipe qui peut aller avec en plus Schroeder en sixième homme, qui devrait être Ouais. ce rôle. Donc là, tu avais vraiment une équipe qui pouvait. C'est vrai, ils ont décidé de pas. Et maintenant, en fait, du coup, tu vas te retrouver à devoir trader deux joueurs qui ont envie d'être là, qui aiment Toronto. Mm, Et ça a été le mm, problème pendant des années de pas pouvoir mm, garder les joueurs parce qu'ils partaient, parce que le Canada, ça les intéressait pas. On a encore eu mm. le dernier exemple avec Kawhi, hein, mais il y en a eu plein. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur au final parce que on va se retrouver à perdre deux joueurs qui auraient pu devenir, enfin, un qui était déjà un joueur majeur et un autre qui avait un potentiel. On a toujours vu que Gary pouvait être cette troisième option qui a 20 points par match et c'est déjà énorme. Mm. Donc, Exactement. Et en après, je plus, pense que les... il paye aussi le départ de Nick Nurse en défense. Mm, Parce que les rotations de Nick Nurse le mettaient vachement en valeur au ouais, niveau défensif, notamment sur les interceptions. Bon, après, c'est quelque chose d'assez général, mais il y a Van Vliet et OG aussi, et Gary Trent Jr. Les trois ont divisé leur nombre d'interceptions par deux cette saison parce qu'ils sont plus coachés par Nick Nurse. Et c'était quelque chose qui était aussi primordial dans la valeur de Gary. C'était que ça jouait beaucoup sur couper les lignes de passe en défense, là où il excellait. Là où maintenant, il est vraiment réduit à défendre sur l'homme, ce qui n'a jamais été son mm, point fort en défense, où il est mid au mieux en tant que défenseur de 1 contre 1. Et du coup, on lui a vraiment retiré ses principales qualités et ses principaux atouts cette saison, le tout dans l'année où il doit jouer son contrat. Donc ça fait vraiment beaucoup de paramètres qui ont rendu son début de saison très compliqué. Et on le voit sur le terrain, ça fait mal au cœur, mais en plus, même lui, dans son attitude, on comprend que c'est compliqué. Au début, jusqu'à fin novembre, je trouvais que ça allait. ouais. Et les matchs de décembre, on sent vraiment qu'il traîne un peu des pieds et c'est plus compliqué de rentrer sur le terrain. Là, il sort d'un match contre les Hornets à 0 sur 7 au tir. Les Hornets, c'est pas la défense des Pistons 2004, quoi. Mhm, Donc, totalement. ça fait mal au cœur de voir ça. Et puis, c'est encore un match où il joue que 20 minutes. Et à partir du moment où tu fais ce genre de match contre une des pires équipes de la ligue, qu'est-ce que tu envoies comme message aussi aux franchises qui veulent te recruter? Et Ouais. ça va poser pas mal de problèmes aussi à Toronto parce que ça ne m'étonnerait pas que les gens ne se bousculent pas sur lui non plus, même les contenders. C'est bien d'ajouter un Gary Trent Jr. à son banc, mais faudra voir qui en veut aussi. Et si Toronto, là encore, à la deadline, et le voit partir libre, ce sera encore pire, mais c'est un scénario à imaginer aussi. C'est un scénario imaginé. Et pourtant, tu dis mauvais match contre les Hornets, mais le match d'avant, il s'était plutôt bien repris contre
contre Oui, le Heat. Il avait mis 15 points, 3 sur 5 ou 3 sur 7 à 3 points. Mais ouais, en 25 minutes, ouais. après, c'est difficile de le blâmer. Il est dans une léthargie générale, en fait. C'est le premier joueur à sortir du banc. Et en fait, tu lui demandes de rentrer dans un 5 qui démarre ses matchs, qui démarre très mal ses matchs à chaque fois. Mm. En ce moment, le 5 de départ des Raptors, il a un net rating négatif, alors qu'au début de saison, il était très positif. Mais là, c'est Mm. de pire en pire. Et en fait, tu lui demandes de rentrer et en fait, il rentre pas dans une bonne dynamique. C'est toujours ça le problème aussi, c'est que tu demandes à des remplaçants de rattraper des mauvais débuts de match d'un 5 de départ. Ça devrait pas être le cas en fait. Normalement, le rôle des remplaçants, c'est de conserver une dynamique créée par le 5 de départ. Et là, ça, c'est problématique aussi. Et comme tu dis, pour finir dans l'utilisation, comment tu aimerais le voir utilisé en fait? Parce que j'avais l'impression sur certains matchs qu'il avait plus de. Il a eu certains matchs où il avait plus de création pour lui. Il a fait un match à 4 passes, je crois. Mais Oui. c'est resté sporadique en fait. C'est pour ça que je trouve qu'il n'a pas toujours le même rôle avec Darko et c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression que les autres ont tous un rôle. Même Malakai Flynn, tu sais ce qu'on attend de lui. Euh, Mm. Precious, tu sais ce qu'on attend de lui. Boucher, tu sais ce qu'on attend de lui. Gary, j'ai l'impression d'un match à l'autre, c'est pas la même chose en fait. Et Mm. comment tu aimerais le voir utilisé du coup? Bah moi, j'attendais beaucoup de ce début de saison, notamment après les matchs de pré-saison où il a 3 assists à tous les matchs quasiment. Je pensais vraiment que Darko allait continuer à l'utiliser comme ça, pas comme un second ball handler, mais vraiment comme un facilitateur en attaque, parce qu'on sait qu'il peut dégainer dans le mid-range et il avait en pré-saison pris l'habitude de lâcher quelques ballons à certains moments pour un cut de Precious ou Boucher, et c'était vraiment très intéressant. Mais ça a été totalement abandonné au début de la saison régulière où, même si les Raptors ont battu leur record d'assists, moi, c'est pas une équipe que je trouve belle à avoir joué collectivement. Et je considère que, il y a 3 systèmes. C'est Schroeder qui drive et qui décale ou qui va au panier. C'est Siakam qui fait un truc ou Barnes qui fait un truc, mais niveau jeu collectif, je trouve ça quand même très limité. Et du coup, si les Raptors avaient vraiment développé un jeu collectif, j'aurais aimé le voir plus balle en main et éventuellement essayer de créer quelque chose. Mais là, vu les systèmes qu'on voit depuis le début de saison, son rôle, ça doit vraiment être de shooter, comme on le voit. Et à partir de là, faut lui trouver les tirs ouverts. Surtout que sur les tirs ouverts, c'est vraiment le plus efficace des Raptors. J'avais mis dans mon trade, il rentre 47,7% de ses 3 points qui sont ouverts. Et il en a moins par match qu'un Pascal Siakam ou Dennis Schroeder qui en rentre 2 fois moins. Siakam, cette saison à 3 points, vit une saison très compliquée. Et c'est pas normal de lui trouver autant de tirs ouverts à 3 points que Gary Trent Jr. Certes, Siakam est volontairement laissé ouvert par les défenses comme il est dans une saison compliquée. Donc, d'un côté, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais il y a les moyens de trouver Gary Trent Jr., que ce soit sur les drives de Schroeder, que ce soit avec Scotty Barnes. Mais c'est là où on voit que la connexion est un peu plus limitée qu'avec Siakam, justement. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il a montré des capacités à slalomer entre les écrans en défense et en attaque pour se démarquer et avoir les bons spots. Et surtout, cette année, il rentre ses tirs dans le corner, ce qui n'était pas le cas déjà la saison dernière, où pour le coup, il a fini sa saison à 36,9% à 3 points, je crois. Mais dans les corners, c'était catastrophique, il était à 30%. Là, cette saison, il est vraiment à 60% dans les corners. Donc, c'est vraiment une zone où il rentre les tirs, mais c'est ailleurs qu'on ne le trouve pas. Mhm. Et ça fait que du coup, un match sur deux, il passe du 3 sur 5 au 1 sur 6. Et c'est dommage. Et c'est dommage qu'ils ne prennent que 5 tirs par match. Ça se voit dans la moyenne. Sous Mhm. Nick Nurse, sa première saison à Toronto, c'est 38% à 3 points sur 75 matchs et c'est en moyenne 3 sur 7,8 tentatives. Donc c'est vraiment des pourcentages dont Toronto a besoin à l'époque où avec Van Vliet, c'était les deux seuls à pouvoir mettre 3 tirs à 3 points par match. Et c'est ce qui doit être recherché. Il doit mettre ces 3 tirs à 3 points par match. Et avec 5 tentatives, là, c'est vraiment impossible. Et avec en plus les tentatives que c'est, où je trouve il hérite quand même assez souvent de balles en fin de possession, quand la possession n'a pas marché, et ben on la donne à Gary et s'il la met à C'est 3 beau, points, quoi. c'est bon. Mais sur un Gary Trent Junior pas en confiance, et ben ça lui donne que des mauvais tirs. Ses pourcentages sont chute libre et surtout, c'est pas le genre de tir où on se met en confiance. C'est dans les systèmes et éventuellement, quand tu as la main chaude, bah, il reste 3 secondes sur l'horloge, vas-y, fais-nous quelque chose. Mais c'est vraiment pas l'esprit à Toronto. Donc j'aimerais vraiment simplement qu'on lui trouve plus de spots et qu'on lui fasse plus confiance à 3 points, de dire bah là,
c'est le début du deuxième quart-temps. Gary Trent Jr. est rentré. Barnes est sur le banc. Siakam, tu vas lui trouver 3-4 tentatives à 3 points où tu le mets dans les bonnes conditions. Et s'il t'en met déjà 2 sur les 4, eh ben, lui, ça va le mettre en bonne condition pour la suite. Et la seconde unité de Toronto s'en portera beaucoup mieux. Ouais, mais en fait, par rapport à ce que tu disais sur le jeu collectif, en fait, je trouve qu'il y a eu un point de balance sur le début de la saison. C'était assez collectif avec beaucoup de mouvements de balles, mais Siakam était réduit à un rôle de spot-up shooter. Et il y a eu Ouais. un match, je crois que c'est Dallas, où là, on a servi Siakam, où il leur a fait une dinguerie. Et à partir Hum, de ce moment-là, Darko a quand même vachement changé sa philosophie à revenir hum, à un jeu, comme tu dis, beaucoup moins flamboyant, beaucoup moins de mouvement parce et que plus on a statique. voulu remettre en avant Pascal Siakam. Et en fait, tu te rends compte que en fait, Nick Nurse, ce qu'il faisait, c'était juste parce que il s'adaptait à son équipe. Et en fait, tu te rends compte Hum, que Nick Nurse n'utilisait pas le banc parce que en fait, le Darko qu'il utilise beaucoup le banc, mais le manque d'efficacité du banc, ça donne raison à Nick Nurse en fait au final. Donc, hum, tu te rends compte que ça reste la construction de l'effectif qui fait que Darko ne peut pas jouer son jeu en fait. Parce que je hum. me rappelle dans le Raptors Show, ils en parlaient. En fait, les Raptors, là, ils ont un peu le même jeu que la plupart des équipes qui jouent bien en NBA, qui font tourner et tout, sauf qu'ils n'ont pas les joueurs en fait. C'est que tu finis sur des tirs Exactement. à 3 points pour des joueurs qui ne sont pas des shooters à 3 points. Euh, T'as des cuts, des trucs comme ça, mais sauf que en fait, c'est pas adapté. Et en fait, Darko, dans son discours, il dit oui, il faut continuer à prendre les tirs à 3 points. Je veux Hum. bien, mais combien de soirs où on est à 6 sur je sais pas 28. combien? Voilà, c'est pas possible en fait. Donc oui, comme tu l'as dit, on va devoir attendre. Là, moi, je pense que il n'y a plus grand-chose à attendre. Bah, on va voir peut-être qu'ils vont nous surprendre et qu'ils vont réussir une série. Mais là, moi, ce mois de décembre, il me fait peur parce qu'il ressemble énormément au mois de décembre de l'année dernière où ils ont gagné qu'un match. Là, ils démarrent avec 3 défaites. On va voir. On va voir. D'habitude, je suis pas défaitiste, mais là, j'ai plus envie d'être aussi optimiste parce que ça sert à rien. Mais en fait, on doit attendre que cet Même effet. dans l'esprit des joueurs. Ouais, Certaines équipes perdent et sont piquées, on voit une espèce de sentiment de révolte. Là, il n'y a Toronto rien. enchaîne les défaites et il n'y a pas ce. L'équipe s'en fout, c'est un peu dur de dire ça, mais c'est un peu comme si ce groupe s'attendait à rien de base. Donc je ne dis pas que ça leur plaît de perdre, hein. Au contraire, Siakam adore Toronto, Barnes, c'est un compétiteur, c'est sûr. Mais c'est des gars, on sent que quand ils perdent, c'est un peu, bah, c'est logique, comme si eux-mêmes savaient qu'ils n'étaient pas fait pour ça, quoi. Mais on en parlait avec Alex tout à l'heure. En fait, il y a pas. C'est exactement ce que tu dis. C'est qu'il n'y a pas de sentiment de révolte ou de sentiment qu'ils sont dans l'urgence. Hum. C'est ça qui est fou. Et la dernière fois, j'ai interrogé Chris Boucher et je comprenais sa réponse d'un côté quand il me dit on regarde pas le classement, ce qui compte c'est nos performances. Mais au bout d'un moment, quand les performances sont pas bonnes et que le classement n'est pas bon, là, faut peut-être commencer à être dans Pour se l'urgence, quoi. poser les bonnes questions, ouais. Voilà, c'est ça. Donc ouais, ça c'est compliqué, mais on va voir, on va suivre ce mois de décembre qui va, je pense, ça va être un tournant. Là, si ça s'améliore pas, de toute façon, il faut attendre la deadline. Là, ils ont tellement pas bougé qu'ils vont être obligés de bouger. Sinon, ils vont. Bah, tous les contrats expirants, oui, et ils ne pourront pas prolonger tout le monde. Non, c'est clair, il va falloir faire des choix, mais des choix qui auraient dû être faits depuis un moment. Mais malheureusement, Hein. Ouais, surtout qu'il y a des affrontements importants en décembre. Il y a 2 fois les Hawks. Il va y avoir voilà, les Wizards, ça devrait faire une win. Les Pistons aussi, ça devrait faire 2 wins. ça Mais devrait, bon, mais Portland, sinon, ça devrait. il y a les Sixers, il y a les Nuggets, il y a les Knicks, il y a les Celtics. Donc, bon, ça fait un calendrier Mais moi, limite, compliqué. j'ai plus peur des petits matchs que des gros parce que la plupart du temps, face aux grosses équipes, ils font des bons matchs. Même s'ils perdent, au moins, tu t'es pas frustré parce que tu te dis ils ont fait un bon match. Mais ce qui est frustrant, c'est tous ces matchs contre les petites équipes. Et là, dernièrement, par contre, contre les équipes qui sont censées être dans le même rang, il n'y a que des défaites en fait. New York, Cleveland, Miami. euh, c'est ça, New York, Cleveland, Miami, des équipes qui devraient être dans le même rang. Et après, il y a ces défaites contre les Hornets et contre les Blazers qui sont juste pas possibles en fait quand tu veux être un minimum sérieux dans une saison. Donc voilà, bah en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps et de nous avoir éclairé. Merci à toi de m'avoir invité, n'hésite pas.
On Avec espère plaisir. que ça va s'améliorer parce qu'il y a quand même eu 2-3 matchs. Moi, j'espère honnêtement un changement dans le 5 de départ et que Garis s'y retrouve parce qu'il sera entouré de meilleurs joueurs, il sera mieux servi par Siakam. Parce que tant qu'il sera dans la seconde unit, en fait, on voit que Darko veut faire Barnes plus seconde unit. Et comme on l'a répété pendant tout notre échange, le meilleur pourvoyeur de ballon de Garis, c'est Garis, c'est Siakam. Siakam. Après, on a vu des changements. Darko, il essaye de mettre Siakam et Barnes aussi avec la seconde unit. Mais pour l'instant aussi, c'est très. C'est pas fixé en fait. Il sait pas quoi faire avec son banc encore. C'est Non, et avec son équipe tout court, j'ai avec son l'impression. équipe tout court, exactement. Ça sera le mot de la fin. Merci à toi, Rémi. Et Merci à toi, Mike. comme on dit quand même toujours quand on se quitte, let's go Raptors! Le rapport, bien sûr. Lowry for three. Bang!